C'était la nuit du Nouvel An, 2019. Je rentrais chez moi après un service tardif au centre de réhabilitation de la faune sauvage où je travaillais. Mon seul compagnon de route était Bax, mon kelpie australien, qui voyageait habituellement tranquillement sur la banquette arrière. L'itinéraire que j'empruntais était la County Road 314. Elle traversait des kilomètres de vergers d'amandiers en sommeil, dont la plupart des ouvriers agricoles étaient rentrés chez eux pour l'hiver. La nuit était anormalement calme, sans vent ni circulation, à part le faisceau de mes phares et les silhouettes sombres des arbres de chaque côté. À mi-parcours, Bax a commencé à gémir. Au début, j'ai cru qu'il cherchait simplement de l'attention, mais il s'est levé et a commencé à faire les 100 pas à l'arrière. J'ai compris qu'il avait besoin d'uriner. J'ai repéré une ouverture entre les rangées du verger. Je me suis arrêté. J'ai laissé le moteur tourner et les phares allumés. L'air était froid et humide quand je suis descendu. J'ai ouvert la portière arrière et Bax a bondi dehors. Il a reniflé le long de la lisière des arbres. Il ne s'était pas éloigné quand un bruit sourd et violent a retenti quelque part dans le bois. C'était lourd, intentionnel, comme quelqu'un qui se déplaçait entre les arbres. Avant que je puisse réagir, Bax a détalé droit dans le verger et a disparu en quelques secondes. J'ai crié son nom encore et encore, sans le voir réapparaître. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. J'ai saisi mon téléphone, allumé la lampe et je suis parti à sa recherche. Le faisceau perçait à peine l'obscurité. Je continuais de l'appeler en avançant toujours plus profondément entre les rangées. Je progressais dans un passage étroit quand mon pied a soudainement trouvé le vide. Je suis tombé en avant, violemment, atterrissant dans une fosse peu profonde d'environ 60 cm. Mon téléphone a volé hors de ma main et la lumière a tournoyé avant de s'écraser face contre terre. Le trou faisait environ 1,20 m de large, avec des bords lissés, comme si des véhicules étaient passés dessus à répétition. Je sentais clairement les ornières de pneus gravées dans la terre tassée. C'est à ce moment-là que j'ai entendu des voix toutes proches. Un bruit sourd et humide a résonné entre les arbres, suivi d'un gémissement étouffé. Mon sang s'est glacé. J'ai récupéré mon téléphone et éteint la lampe. Je me suis extirpé du trou et j'ai rampé jusqu'à l'arbre le plus proche, me plaquant contre le tronc. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Bax est apparu à mes côtés, le corps plaqué au sol, la queue rentrée. Il tremblait. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Quelques rangées plus loin, les voix se sont faites plus claires. Elles étaient froides, professionnelles, comme des ouvriers au travail. J'ai entendu des pelles racler la terre et le froissement du plastique. L'un d'eux a prononcé une phrase qui m'a retourné l'estomac. Il disait aux autres d'enterrer le corps avec soin. Il fallait partir, rejoindre la voiture et m'enfuir le plus vite possible. Quand j'ai tendu la main pour attraper Bax, mes doigts ont touché le sol et une branche a craqué. Instantanément, les hommes se sont tus. L'un d'eux a sifflé. Un autre a répondu depuis une autre direction. Ils m'avaient entendu. Ils savaient que quelqu'un était là, en train de les observer. J'ai serré Bax contre moi et j'ai commencé à avancer, rapidement, mais en essayant de rester silencieuse. J'évitais de casser des branches. Je retenais ma respiration. Derrière moi, les pas se rapprochaient. Ils s'éparpillaient, progressant en ligne à travers le verger. J'ai fini par courir, zigzagant entre les arbres, Bax plaqué contre ma poitrine. Quand j'ai atteint la lisière, j'ai aperçu ma voiture à travers les branches. Les phares étaient toujours allumés, mais en m'approchant, j'ai vu un mouvement près de la portière conducteur. Un homme était appuyé contre le capot, en train de fumer. Il m'attendait. Mes clés étaient dans ma poche. Impossible de monter dans la voiture sans qu'il me voie. Derrière moi, les pas étaient tout proches. J'étais encerclé. J'ai pris une décision en une fraction de seconde. Au lieu de foncer vers la voiture, j'ai brusquement bifurqué sur la gauche et j'ai couru parallèlement à la route. L'homme près de la voiture a crié quelque chose vers le verger et leur formation a changé. Il me poursuivait. J'ai couru jusqu'à ce que mes poumons me brûlent et que mes jambes menacent de lâcher. J'ai repéré une petite cabane d'irrigation en béton, à moitié enfouie dans les herbes. Je m'y suis engouffré et j'ai tiré Bax avec moi, plaquant ma main sur son museau pour l'empêcher de faire le moindre bruit. Des faisceaux de lampes ont balayé l'entrée. Des bottes ont crissé sur le gravier juste devant. Une radio a grésillé et l'un d'eux a dit qu'ils avaient perdu le visuel. Je suis resté immobile, sans bouger. Les minutes semblaient interminables.
Mais le silence est finalement revenu. J'ai attendu encore 20 minutes avant d'oser bouger. Quand je suis prudemment retourné vers la route, ma voiture était toujours là, mais la vitre côté conducteur était brisée, des éclats de verre partout. Ils avaient même détruit mes phares. Je suis monté avec les mains tremblantes, j'ai démarré et roulé sans phare sur la route sombre. C'était dangereux, mais au moins je m'éloignais de ces hommes. J'ai parcouru 5 miles avant de m'arrêter pour vérifier Bax. Il tremblait de terreur. Je suis rentré chez moi vers 1h du matin. Mon père était encore éveillé, en train d'attendre. Il m'a demandé pourquoi j'étais en retard. J'ai répondu que la circulation avait été mauvaise. Il m'a regardé comme s'il savait que je mentais, mais il n'a pas insisté. Quelques jours plus tard, j'ai raconté ce qui s'était passé cette nuit-là à une personne de confiance du bureau du shérif, officieusement. Elle m'a dit que cette zone était connue pour ce genre de choses, que j'étais mieux sans en savoir plus. Elle m'a aussi conseillé de ne rien signaler publiquement, affirmant que cela mettrait mon père et moi en danger et de faire comme si je n'avais jamais mis les pieds sur la County Road 314 cette nuit-là. Je n'ai pas dormi pendant des semaines après ça. Comment l'aurais-je pu, en sachant que j'étais passé à quelques secondes de disparaître, morte ou pire, simplement pour m'être arrêté au mauvais endroit, au mauvais moment. Jason et moi installions notre campement sur un point de vue le long de Lake Ridge Road, dans le nord du Montana, le soir du réveillon du Nouvel An. Nous avions roulé 3 heures dans la montagne pour nous éloigner de l'hôpital. Nous travaillions tous les deux dans les urgences, et c'était devenu notre tradition d'échanger la foule et le bruit contre le silence et les étoiles avant de commencer une nouvelle année. Les prévisions annonçaient de faibles chutes de neige. La route était globalement dégagée quand nous sommes partis dans l'après-midi. Mais au moment où nous avons atteint l'aire de stationnement au crépuscule, la tempête empirait. Le ciel semblait si lourd qu'on distinguait à peine à 50 mètres. On aurait probablement dû faire demi-tour, mais nous étions déjà là. Nous venions juste de sortir de la voiture pour nous dégourdir les jambes quand j'ai vu quelqu'un sortir des arbres. Au début, j'ai pensé que c'était peu, être un randonneur ou un garde forestier venu vérifier que personne ne restait coincé avant que la tempête ne s'aggrave. Mais en s'approchant, j'ai vu qu'il boitait sévèrement, tenant son bras gauche contre lui. Son visage était tordu par la douleur. Il s'est effondré sur un genou dans la neige à une vingtaine de mètres de nous et a commencé à crier que sa femme était tombée d'une crête, qu'elle était gravement blessée et peut être en train de se vider de son sang. Il nous suppliait de venir aider. Jason et moi n'avons pas hésité une seconde. Des années de formation ont pris le dessus. Jason a attrapé notre kit de traumatologie dans le coffre pendant que je prenais des couvertures et des lampes frontales. Dans la précipitation, nous avons oublié de prendre nos téléphones. L'homme répétait sans cesse que sa femme était en train de mourir, que c'était imminent et qu'il fallait se dépêcher. Nous l'avons suivi sur un sentier étroit qui serpentait entre des pins épais. La neige étouffait tous les sons, à part notre respiration et le bruit de nos bottes. Nous avons marché environ 5 minutes, nous enfonçant de plus en plus dans les bois. C'est là que j'ai commencé à remarquer que sa boiterie changeait. Elle était très marquée quand il nous avait abordés, mais maintenant elle avait presque disparu. Et surtout, la panique et l'urgence normale chez quelqu'un dont la femme est sur le point de mourir étaient clairement absentes. À la place, il marchait simplement, jetant parfois un coup d'œil en arrière pour s'assurer que nous suivions. J'ai murmuré à Jason que quelque chose clochait. Il a hoché la tête, mais a continué d'avancer. S'il y avait réellement quelqu'un de blessé, on ne pouvait pas se permettre de ne pas aider. Mais au moment où nous avons pris un virage abrupt vers une zone plus dense, 2 hommes ont surgi derrière un gros rocher. Ils portaient des fourrures épaisses et leurs visages étaient couverts. L'un avait un fusil en bandoulière. L'autre tenait un tuyau métallique avec une lampe torche scotchée dessus. L'homme qui boitait a immédiatement abandonné son rôle. Il s'est redressé et a secoué son bras, comme s'il l'avait gardé raide trop longtemps en reculant vers les 2 autres. Mon estomac s'est noué. Jason s'est figé à côté de moi. L'homme au fusil nous a dit de lui remettre tout ce que nous avions. Sa voix était plate, presque lasse, comme s'il avait déjà fait ça des dizaines de fois. Jason a calmement donné son portefeuille, sa montre et la chaîne qu'il portait. J'ai fait de même. Ils ont demandé nos téléphones. Nous leur avons dit que nous les avions oubliés dans la voiture. Ils ont alors demandé à Jason de leur donner les clés. Jason a ouvert lentement la main, mais juste avant que l'homme au fusil ne les attrape, il a fait semblant de maladroitement les laisser tomber dans la neige. Comprenant son intention, j'ai reculé par petits pas et attendu.
Au moment où l'homme s'est penché pour ramasser les clés, Jason lui a donné un coup de coude dans les côtes et m'a crié de courir, tandis qu'il partait lui-même dans la direction opposée. J'ai couru. Derrière moi, des coups de feu ont éclaté. Quelque chose a frappé la neige à ma gauche, mais je ne me suis pas arrêté. Je courais, glissais, encore et encore. Les branches fouettaient mon visage, et le froid me brûlait les poumons. Je les entendais derrière moi, mais la tempête empirait et la visibilité chutait. Je ne savais pas où j'allais, juste vers le bas, dans l'espoir de retrouver la route. Mes jambes me brûlaient, mes mains étaient engourdies. J'avais perdu un gant et je ne sentais plus mes doigts. Je continuais de courir en pensant à Jason, me demandant s'il s'en était sorti ou s'ils avaient décidé de le poursuivre lui. Puis, à travers les arbres, j'ai vu des lumières jaunes. Une déneigeuse remontait lentement la route principale. J'ai jailli hors des bois sur le bas-côté, agitant les bras et hurlant. Le conducteur a freiné brusquement. Il m'a hissé dans la cabine et m'a demandé ce qui s'était passé. J'ai essayé d'expliquer, mais mes dents claquaient tellement que je pouvais à peine parler. Il a passé l'appel radio et m'a conduit jusqu'à un point de rendez-vous avec les équipes de secours. Je suis resté à l'arrière d'une ambulance pendant ce qui m'a semblé être des heures. Je n'arrivais pas à arrêter de trembler, et je demandais sans cesse des nouvelles de Jason. Personne ne savait rien. Ils m'ont enveloppé dans des couvertures et ont vérifié si je faisais des gelures. Le bout de mes doigts devenait blanc. Ils ont retrouvé Jason environ 2 heures plus tard. Il avait réussi à revenir vers la route par ses propres moyens. Couvert de bleu, choqué, mais vivant. Il a raconté qu'il les avait semés dans une zone plus dense de la forêt et qu'il les avait entendus le chercher un moment avant qu'il ne renonce. Quand je l'ai vu marcher vers moi, j'ai éclaté en sanglots. Quand la police est arrivée à l'aire de stationnement, notre voiture avait disparu. La neige avait effacé toute trace de pas et de pneus. Les agents ont dit qu'ils avaient prévenu les postes voisins, mais je l'ai vu dans leur regard. Ils ne retrouveraient ni ces hommes, ni notre véhicule. Quelques semaines plus tard, un garde forestier m'a confié qu'il y avait déjà eu d'autres disparitions le long de cette crête. Mais les enquêtes n'avaient mené nulle part, parce que la nature sauvage du Montana en hiver est immense, et qu'il est facile de disparaître quand on sait comment faire. Je n'arrête pas de penser à ce qui se serait passé si l'un de nous était parti seul aider. J'ai 29 ans aujourd'hui, c'était il y a 3 ans. Je travaille toujours dans les urgences, mais je ne fais plus de camping. Je ne conduis plus sur des routes de montagne en hiver. Et quand quelqu'un arrive aux urgences avec une histoire urgente à propos d'un proche qui aurait besoin d'aide, j'appelle la sécurité avant toute chose. Riley et moi traversions les montagnes de Virginie occidentale le soir du Nouvel An. Nous allions rejoindre la cabane de ma grand-mère, plus haut sur la crête. Elle vivait seule là-haut, et nous lui avions promis de passer les fêtes avec elle. Les prévisions annonçaient quelques flocons légers, mais toute personne qui a déjà roulé sur des routes de montagne sait que, en altitude, la météo fait ce qu'elle veut. Nous sommes partis vers 20 heures. À 23 heures, nous étions profondément enfoncés dans les montagnes, là où les arbres se referment sur la route et où toute habitation disparaît complètement. La neige tombait de façon continue, ce genre de neige qui colle à tout et rend le monde silencieux. Riley enchaînait les doubles services depuis toute la semaine et peinait à garder les yeux ouverts. Elle m'a demandé si on pouvait s'arrêter pour qu'elle se repose. Je lui ai dit d'aller s'allonger à l'arrière. Elle s'est endormie en quelques secondes, enroulée dans sa couverture. Riley dormait comme une morte. Pendant que je continuais de conduire, la neige s'est intensifiée, se transformant en grésil qui frappait le pare-brise. Mes phares perçaient à peine le mur blanc devant moi. Soudain, la voiture a violemment tressailli, comme si j'avais roulé sur quelque chose. Les voyants du tableau de bord ont clignoté. Le moteur a tout sauté 2 fois, puis s'est arrêté. Tout est devenu noir. J'ai grogné et tenté de redémarrer, mais le moteur gémissait avant de mourir encore et encore. Mon téléphone affichait 3% de batterie et à peine une barre de réseau. Dehors, la route était déserte dans les 2 sens. J'ai plissé les yeux, incapable de distinguer la moindre maison ou le moindre abri. Je suis sorti dans l'air glacial et ouvert le capot et utilisé la lampe de mon téléphone pour examiner les câbles, même si je n'avais aucune idée de ce que je faisais. Le froid transperçait immédiatement ma veste. La tempête étouffait tous les sons, même les arbres semblaient se rapprocher. Je me demandais si je devais réveiller Riley quand j'ai aperçu des phares approcher derrière moi. Un SUV sombre s'est arrêté à une 20aine de mètres. Un homme est descendu. Il était grand, dans la quarantaine, portant une veste épaisse et des gants de travail.
Il s'est approché avec une expression détendue, presque amicale, mais quelque chose clochait. Son regard était trop vif, comme s'il s'attendait à trouver quelqu'un ici. Il m'a demandé si tout allait bien et a dit que la route était un véritable cimetière ce soir-là. Sa voix était chaleureuse, mais il y avait quelque chose d'étrange. Je lui ai expliqué que ma voiture venait de tomber en panne. Il s'est penché sous le capot à côté de moi et a observé le moteur. Il sentait la cigarette et une odeur aigre. Il a affirmé que la batterie était morte et que le moteur était fichu. Il a dit que je finirais gelé si je restais là et m'a proposé de m'emmener jusqu'à la ville la plus proche pour aviser une fois la tempête passée. Je l'ai remercié et j'ai menti en disant qu'une dépanneuse était déjà en route. Il a insisté, affirmant qu'aucun camion ne passerait par ici et que la température chutait rapidement. Je me suis tourné vers le moteur, faisant semblant d'être occupé, essayant de cacher ma peur. J'espérais qu'il comprendrait et partirait. Au lieu de ça, il s'est rapproché. Sa voix est devenue plus grave, presque lasse, comme s'il en avait assez de jouer la comédie. Il a dit que je monterais dans sa voiture, que je le veuille ou non. Puis il m'a attrapé par le bras. Je me suis débattu et ai tenté de crier, mais il a plaqué sa main sur ma bouche et m'a violemment projeté contre la voiture. Mon téléphone est tombé dans la neige. Je sentais son souffle sur mon visage. Il murmurait que je n'avais pas intérêt à compliquer les choses, que nous étions trop loin de quiconque pourrait m'aider. J'ai réussi à mordre sa paume et à crier le nom de Riley avant qu'il ne m'étouffe à nouveau. C'est ce qui a réveillé Riley. J'ai entendu la portière arrière s'ouvrir brusquement. Riley criant son nom, encore confuse, à moitié endormie, mais assez lucide pour comprendre que quelque chose n'allait pas. L'homme s'est figé. Sa main était toujours sur ma bouche, mais il ne bougeait plus. Il ne savait pas que quelqu'un d'autre était dans la voiture. Riley a sauté dehors, toujours emmêlé dans sa couverture, criant plus fort maintenant. L'homme m'a lâché comme si je l'avais brûlé. Il a reculé, son regard passant nerveusement de Riley à moi. C'était évident. 2 personnes, c'étaient des témoins. Il ne voulait pas prendre ce risque. Il n'a rien dit de plus. Il s'est retourné, a couru vers son SUV, est monté à bord et a démarré en trombe sur la route verglacée. Ses feux arrière ont disparu dans la neige en quelques secondes. Riley m'a aidé à retourner dans la voiture. Ma joue enflait déjà là où il m'avait frappé. Mes mains tremblaient. Riley a appelé le 911. La police a mis près d'1 heure à arriver. Ils ont fouillé la route avec des lampes torches, mais la neige avait tout recouvert. J'ai décrit l'homme et son véhicule du mieux que je pouvais. L'un des policiers m'a dit que ce n'était pas le premier signalement de ce genre pendant la semaine du Nouvel An. Il a expliqué qu'il y avait eu d'autres cas au fil des années, que cet homme connaissait ses routes, savait quand attendre et comment choisir ses victimes. Il m'a fallu du temps pour comprendre ce qui m'avait sauvé. Il pensait que j'étais seul. Il m'avait vu sortir de la voiture sans aide, m'avait observé lutter avec le capot. Il m'avait jugé isolé, vulnérable, facile. Mais Riley était là depuis le début, endormi sur la banquette arrière. Il ne l'avait pas vu. Il ne le savait pas. Et au moment où il a compris que je n'étais pas seul, il a fui. J'ai survécu parce que je n'étais pas seul. J'ai 23 ans aujourd'hui. C'était il y a 2 ans. Je ne conduis plus sur les routes de montagne la nuit. Impossible. Même avec d'autres personnes dans la voiture, mes mains commencent à trembler dès que le soleil se couche et que les arbres se referment autour de la route. Riley et moi n'en parlons pas souvent. Elle culpabilise parfois de s'être endormie. Je lui dis que c'est idiot. Sa simple présence m'a sauvé la vie. Mais parfois, tard dans la nuit, je pense à lui et à toutes les autres femmes sur ces routes, celles qui étaient vraiment seules et qui ne sont jamais arrivées chez leur grand-mère,